Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US. C'est la troisième émission ce jour. Nous avons déjà fait la matinale ce matin à 10h, puis le live BCE à 14h15. Nous avons décrypté les mouvements de marché sur les indices et l'euro-dollar. Nous voilà à 15h45 de retour pour faire le point après l'ouverture des marchés américains un peu plus globalement sur l'ensemble des marchés. Nous sommes aujourd'hui donc le 9 mars 2017. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Le titre du jour est des indices US sur le fil du rasoir. Car même si le DAX et le CAC 40 ont positivement réagi suite au dire de Mario Draghi, ça a l'air d'être une réaction épidermique sur support et pas forcément une relance de la tendance haussière, d'autant plus que je vous ai expliqué tout à l'heure pendant le live BCE que les indices directeurs étaient les indices américains et que les indices américains, eux, n'ont pas l'air de rebondir tant que cela. Au contraire, ça fait 5-6 séances qu'ils consolident et qu'ils reviennent à plat sur une zone de support, une zone clé, notamment sur le S&P 500 entre 2350 et 60 points. Alors tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, oui, la tendance est haussière à moyen terme, elle est haussière en journalier et les acheteurs peuvent tenter de reprendre la main. Comme je vous l'ai expliqué néanmoins depuis 2 jours, je n'aime pas cette configuration, je n'aime pas l'excès haussier mercredi dernier, je n'aime pas le retournement des indicateurs. Je ne serais donc pas étonné que, pour la première fois depuis 4 mois, depuis l'élection de Donald Trump, les indices américains cassent des supports dans les séances à venir, mais ce n'est pas fait. Donc tant qu'on est sur les supports et jusque nouvel ordre, on est factuel, la tendance est haussière, les risques haussiers sont présents. Par contre, si on venait à casser des supports, attention, on pourrait enfin avoir la correction tant attendue sur ces marchés. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Voici, avant d'aller plus loin, donc un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une reconnaissance, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et puis, bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 est posé sur sa zone de soutien à 2350-60, le fil du rasoir. J'ai mis volontairement 2350 points, même si on est à 60, parce que il faut considérer une zone de prix. Les 2350 points ont été bien travaillés ces dernières semaines. Ça me semble un beau pivot. C'est pas parce qu'on passerait sous 2360 points pour quelques points que ce serait un signal fort. Donc je préfère prendre un seuil en dessous, sous lequel je suis certain techniquement qu'effectivement la tendance haussière est rompue et que les acheteurs perdent potentiellement la main. Le CAC 40, lui, retrouve les plus hauts du jour, 4960-65. Après la BCE, il était plutôt sur support à 4935-40. Il a rebondi, il est remonté grâce à Mario Draghi. Mario Draghi qui nous dit que le quantitative easing va continuer à court terme, et ça, c'est un soutien aux indices. Les bancaires tirent, le CAC est recherché, malgré tout, petit bémol. Le CAC 40 est dans un range entre 4930 et 4965-70. Et je ne veux pas anticiper la sortie parce que on n'est pas à l'abri d'un échec sous cette résistance et d'un retour sur les supports, voire de leur cassure. Pour vraiment redevenir haussier comme il se doit, il faudrait vraiment casser les plus hauts sur le S&P 500 et le CAC. En attendant, je préfère me prémunir d'un risque baissier plutôt que de rester haussier les yeux fermés comme depuis ces 4 mois, puisque, comme je vous l'ai dit, l'excès haussier de mercredi dernier ne me plaît pas techniquement parlant. Il a engendré des retournements, notamment au niveau des indicateurs techniques. Le pétrole WTI a chuté sous les 50 $, il est allé chercher les 48,5 $ et il a trouvé une oblique de soutien de moyen terme, je vous la montrerai juste après dans la partie graphique. L'or travaille limite de 105 $, toujours sous pression avant les NFP. La zone pivot sur l'or, c'est la zone des 1190-1200 $. Tant qu'on est au-dessus, une réaction haussière technique pourrait avoir lieu. Si on passe dessous, c'est que les vendeurs prennent clairement la main à moyen terme. L'euro retrouve les 1,06 grâce au dire de Mario Draghi, président de la BCE. Alors qu'est-ce que Mario Draghi a pu dire pour que l'euro remonte ? Mario Draghi nous a dit tout à l'heure qu'il allait continuer le quantitative easing, qu'il n'allait pas le modifier, que l'inflation n'était pas encore complètement remontée, donc voilà, que les conditions n'avaient pas changé et qu'il ne bougeait pas pour l'instant. Par contre, il a dit une petite phrase clé, c'est le fait que la BCE puisse utiliser tous les instruments ait été retiré des derniers communiqués.
Avant, Mario Draghi nous avait dit "Whatever it takes, I will save the euro", c'est-à-dire je ferai tout ce qu'il faut pour sauver l'euro et j'utiliserai tous les moyens à ma disposition. Là, en gros, Draghi nous dit je n'utiliserai pas tous les moyens. Donc, ça a lâché la pression haussière sur l'euro qui est passé de 1,05 40 50 à la zone des 1,06. Néanmoins, prudence ici aussi, on est dans un range entre 1,05 et 1,06 30, on n'a pas de sortie de range pour l'instant et on a le NFP, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis demain à 14h30. Donc prudence tout de même. Je vous rappelle d'ailleurs que je ferai un live demain à 14h15 pour suivre le NFP. Parce que le dollar est recherché, parce que les opérateurs attendent de bons chiffres US, parce que les opérateurs attendent possiblement une hausse de taux. Donc le dollar contre le yen continue de grimper, il est recherché ce jour, il se frotte à sa résistance clé, les 115 yens qui bloquent depuis le 27 janvier dernier. Et on verra demain avec le NFP si ça passe ou non. Concernant l'AUD-USD, on notera qu'il a trouvé une zone de soutien à 0,75 $. C'est d'ailleurs un retracement de la hausse récente, 38,2%. Je vous montrerai ça dans la partie graphique. Et la fève de cacao, elle est coincée entre ses plus bas annuels à 1870 $ et sa moyenne mobile à 20 jours à 1960 $. J'attends la sortie d'une de ces bornes, soit à la baisse parce que la tendance est baissière, soit à la hausse, auquel cas un scénario de rebond technique prendrait enfin potentiellement forme. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on notera Carrefour, lanterne rouge, puisque mauvais résultat, Total qui perd 1,69 à cause de la baisse du pétrole, tout comme Enic, tout comme Repsol. Et dans les hausses, on notera surtout de la française et notamment de la bancaire. C'est ce qui explique que le CAC tienne aussi bien ce jour. Concernant les statistiques, les prix à l'import aux États-Unis sont ressortis en hausse de 0,2% alors que le consensus attendait 0,1%. Le chiffre du jour, j'ai choisi les 243 000. En fait, c'est le nombre d'inscriptions au chômage aux USA en hausse de 20 000, alors que les économistes attendaient 235 000 inscriptions au chômage. Donc le chiffre un petit peu moins bon que ce que l'on attendait. Ça vient un peu contrecarrer l'ADP de la semaine d'hier qui était très bon. Alors, est-ce que le NFP sera très bon ou un peu en deçà des attentes? Nous verrons demain à 14h30. Côté entreprise US, Monsanto et Bayer ont commencé à étudier un programme de cession d'actifs, révèle Reuters. Les deux groupes en passe de fusionner envisagent de céder pour environ 2,5 milliards de dollars d'actifs afin de satisfaire les autorités de la concurrence. Sears, le distributeur, a creusé sa perte nette au quatrième trimestre à 600 millions de dollars contre 580 millions un an plus tôt, ça va encore. Stanley Black & Decker a relevé sa prévision de bénéfices par action attendu entre 7,94 et 8,14 dollars contre 6,85, 7,05 dollars précédemment. Donc ça, généralement, les opérateurs apprécient. Enfin, Staples a vu ses comptes passer dans le rouge avec une perte nette de près d'1 milliard. Et ça, généralement, les opérateurs n'aiment guère. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500 hier en clôture, H&R Block, c'est un spécialiste de la préparation des taxes et des services banquiers. C'est sa plus forte hausse en 8 ans et cette hausse est due à un très bon troisième trimestre. Ensuite, on retrouve TripAdvisor qui a rebondi de 6% après en avoir perdu 30 en un mois. Et dans les plus fortes baisses, on note quoi? Newfield Exploration, Chesapeake Energy, Devon Energy, Murphy Oil, Marathon Oil, 5 pétrolières. Ça ne vous étonnera guère puisque hier le pétrole perdait 4,8% pratiquement. Je crois que c'est sa plus forte baisse de l'année 2017. Dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Market, j'ai choisi ce biseau descendant en données 4 heures. Alors je l'ai choisi volontairement parce que je voulais vous donner deux informations. Premièrement, ce n'est pas un beau biseau. Un beau biseau, il faudrait qu'il y ait plus de touchettes sur les bornes basses. Ici, c'était plutôt un canal baissier. Donc attention aux figures chartistes, vous devez toujours utiliser des figures chartistes qui sont bien dessinées. Quand j'ai fait mon émission tout à l'heure, je vous ai montré, il y a une tendance haussière là, puis une consolidation dans un canal, et là on avait une sortie de canal avec un signal haussier 1,0550 qui donnait à peu près 50-60 points. Par contre, le biseau, lui, n'est pas très beau, pas propre. D'autre part, ce biseau, s'il était beau, pourrait laisser entendre qu'on aille plus haut. Mais prudence tout de même, je vous rappelle qu'on est dans un range entre 1,05 et 1,0630 et qu'on n'en est pas sorti et que demain on a les NFP. Donc voilà, c'était plutôt un contre-exemple sur le fait qu'il ne faut pas utiliser tous les types de figures, mais simplement celles qui sont les mieux réalisées et puis
Si on n'est pas entré à la cassure de la figure et qu'on la note a posteriori, il faut aussi prendre en considération le contexte. Et le contexte, c'est un range, donc c'est pas très dynamique comme configuration. Et en plus, il y a une statistique d'importance demain, donc c'est une configuration pas forcément attractive. Voilà pour cette première partie d'émission. On passe sur les graphiques. Je vais commencer par les indices boursiers. Donc comme je vous le disais, sur l'Allemagne et sur le CAC 40, ça tient bien. On a touché les plus bas d'hier et puis de lundi et ça tient très bien sur le DAX. Donc soyons factuels, la tendance est haussière à moyen terme, elle est haussière à court terme. Tant qu'on est au-dessus des 11 900 points, 11 870 même, le DAX est haussier et peut aller plus haut. Par contre, nous sommes dans un range depuis 4 séances. Et si en fin de semaine, vendredi, on devait sortir de ce range par le bas, ça voudrait dire qu'on aurait une fin de semaine en queue de pie, une clôture hebdomadaire dégradée et une configuration dégradée également en journalier puisqu'on casserait un support et on aurait des risques d'aller un cran plus bas. Ce serait un premier signal de consolidation, sachant qu'on n'en a pas eu depuis un certain temps. Donc le DAX est aussi à moyen terme et en données journalières, mais à court terme, sur 4 jours, il est neutre et je préfère garder ça en tête. J'ai la même idée avec le 440, c'est aussi à moyen terme, c'est aussi en données journalières. On peut tracer un support qui passe par les plus hauts ici et qu'on a touché hier et sur lequel on a pris appui ce matin. Ça reste haussier, mais sur les 3-4 dernières séances, ça reste un range. Et demain, on a les NFP, donc voilà. Si certains se sont placés sur les supports, ils sont acheteurs, ils sont en gain dans le sens de la tendance. Bravo à vous. Les vendeurs, eux, ne peuvent théoriquement que attendre un signal clair et on n'en a pas eu depuis un certain temps. Alors pourquoi est-ce que je suis un peu plus prudent sur le CAC et le DAX alors qu'ils montent, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que cette configuration aux États-Unis ne me plaît pas. Techniquement parlant, on a effectivement une tendance haussière de moyen terme, une tendance haussière de court terme, mais là on a un excès haussier qui a sorti potentiellement de nombreux vendeurs et fait rentrer des acheteurs et potentiellement les piéger. Alors, si on est dans le meilleur des mondes pour les acheteurs, on est en hausse, on a consolidé, on est revenu sur support, on repart comme si de rien n'était. Par contre, si cette forte hausse était effectivement un piège et que le sentiment du risque doit se dégrader sur les marchés et qu'on casse les supports, on aura alors sorti les vendeurs, piégé des acheteurs sur le support et si on casse le support, la consolidation n'en serait potentiellement que plus violente. C'est la raison pour laquelle, à l'aube du NFP, en fin de semaine et alors qu'on est sur un pivot clé, je recommande la prudence. Ensuite, concernant les matières premières, donc l'argent et l'or sont venus se poser sur support. L'argent, la zone, c'est les 19, 19,2. L'or, c'est les 1190, 1200. Comme je vous disais, on n'est pas encore complètement dessus. On est posé là sur un retracement de la hausse précédente. Est-ce que les acheteurs vont réussir à faire face et à reprendre la main ou est-ce qu'on va enfoncer le clou? Le NFP de vendredi devrait nous donner une indication. Et puis ensuite, ce sera la Fed mercredi prochain, en montant ou pas ces taux, qui viendra changer la donne. En tous les cas, on est bel et bien sorti d'un canal baissier par le bas. Ensuite, concernant le pétrole, oui, je voulais vous montrer sur le pétrole US brut léger, je voulais vous montrer ceci. Voilà. On a une tendance de moyen terme qui est haussière. On a potentiellement un biseau de moyen terme qui s'est formé. On vient de passer de la borne non loin de la borne haute à la borne basse. On peut potentiellement travailler cette zone de prix. Ce sera très compliqué de tenir ici, de remonter vers les moyennes mobiles, puis de les repasser à la hausse et d'aller chercher de nouveaux records. La configuration, d'ailleurs, c'était un biseau de court terme. On avait ici un petit biseau ou un petit triangle. On était dans ce triangle, on en est sorti par le bas, puis on est venu très rapidement chercher l'objectif graphique. Donc, on a un double échec ici. On a une cassure de range par le bas. D'ailleurs, on peut voir que le rebond du jour s'est arrêté sur le range précédent. Vous voyez, cette zone des 50,50. Donc voilà, si on a réagi, c'est parce qu'il y avait cet oblique qui passait par tous les plus bas. Maintenant,
Je préfère ne pas lui accorder trop d'importance, je préfère partir du principe qu'on était haussier à moyen terme, on ne l'est plus, on est un peu plus neutre. Enfin non, on peut dire qu'on est haussier à moyen terme, mais qu'on est désormais neutre en données journalières, voire baissier à très court terme quand même. Donc voilà, on est un peu à la croisée des chemins entre une tendance baissière de très court terme et une tendance haussière de moyen terme, vous l'aurez compris. Donc soit on casse dans les séances à venir les 48,50. D'ailleurs, c'est un seuil qui avait été travaillé en août dernier et en novembre dernier. Le pétrole s'arrête rarement par hasard. Donc on a une résistance à 50,50 et on a un support à 48,60. Soit on recasse violemment les 50-50, on réintègre le range et on peut tenter de remonter vers les moyennes mobiles et la zone des $52, soit on casse les 48,60, auquel cas on pourrait retrouver rapidement les $45, ce qui ne serait guère étonnant après un mouvement haussier si puissant depuis un an. Concernant les cours du riz, je vous l'ai dit ce matin, on est dans une consolidation, il faut attendre une hypothétique sortie. Quoi d'autre? Le gaz naturel, on avait identifié ensemble un double bottom sur les 2,60, puis on est parti à la hausse, ça a reconsolidé lundi, mardi, puis vous voyez que là on est en train de rattaquer les plus hauts des dernières séances. À 16h30, dans 27 minutes, on aura les stocks. Donc là, on a quand même une dynamique de fond qui est globalement haussière, vous voyez, on a quand même une trame de fond haussière, on était peut-être allé un peu haut, un peu vite, donc on est revenu un peu plus bas violemment. Et il faut voir avec les stocks cet après-midi si on arrive à se maintenir, voire à accélérer au-dessus des 2,90, auquel cas les acheteurs pourraient enfoncer le clou. A contrario, ça reste très très neutre. La fève de cacao, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est bloquée entre ses plus bas annuels, les 1870 ici testé à plusieurs reprises avec la petite mèche à 1850 et la moyenne mobile à 1950-60. Donc j'attends soit la cassure du chandelier du 6 mars à la hausse, soit la cassure du chandelier du 2 mars à la baisse pour éventualiser la suite. Concernant les devises, on a parlé de l'AUD-NZD qui consolide depuis hier après avoir fait un beau mouvement haussier. On a parlé de l'euro-dollar tout à l'heure puisque dans mon émission Live BCE, on s'est focalisé dessus. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur l'outil de reconnaissance de figures graphiques, même si à court terme on voit des figures en données journalières, c'est neutre de chez neutre. Donc j'attends une sortie de ce range pour donner le tempo pour la suite. Concernant l'AUD, ce que je trouvais intéressant, c'est le fait que on arrive à trouver une zone de soutien ici. C'est pas un rebond vraiment très puissant, mais on a réagi sur 38,2, on tente de s'accrocher au 0,75. C'est une zone qui a été très travaillée, la zone ici des 0,7450, 0,75. Et si le dollar ne devait pas monter demain et la semaine prochaine, si les taux ne devaient pas monter, bref, si tout ne se passait pas comme prévu et que le dollar venait à baisser, l'AUD a été un des grands gagnants de la baisse du dollar en début d'année et pourrait de nouveau reprendre du poil de la bête. Donc les séances à venir seront capitales sur le dollar américain que voici, qui est haussier depuis le début février, mais qui reste globalement neutre sur les 3 derniers mois et qui fait face à un petit double test ici, double échec à 102,25. Est-ce que grâce au NFP, le dollar va partir à la hausse, casser cette résistance et aller plus haut? Auquel cas l'USD-Yen va être recherché? Auquel cas l'euro pourrait mettre en danger ses supports? Ou est-ce qu'au contraire, le dollar va faire un double top et va revenir vers ses supports? Auquel cas l'USD-Yen échouera sous 115 et l'euro-dollar reprendra du poids de la bête, ainsi potentiellement que l'or. Réponse demain à 14h30 et nous ferons un live ensemble à 14h15. Et puis pour répondre à Bernard, voici la paire cadienne. Alors Bernard, si je puis me permettre, je ne sais pas ce que vous attendez de moi quand on regarde cette paire-là, mais une chose me vient à l'esprit. Je me dis, si Bernard étudie cette paire, c'est parce qu'il voit que les paires en yens sont recherchées. Parce que l'USD-Yen est recherché, l'euro-Yen aussi est monté, etc. Et donc, peut-être qu'il veut se porter à l'achat sur une paire en yens.
pour jouer la hausse des paires en yen. Le problème, c'est que quand vous jouez le CAD yen, vous jouez la hausse des paires en yen, certes, mais vous jouez la force du CAD. Et le CAD, c'est quoi? C'est le pétrole. Or, quand le pétrole baisse, le CAD a tendance à baisser aussi. Et le pétrole, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il soit extrêmement haussier. Donc, jouer le CAD yen pour jouer la hausse des paires en yen, c'est pas forcément évident. Il vous faudrait pour ça un pétrole très fort. A contrario, vous avez des paires, je ne sais pas, moi, on va prendre l'euro-yen par exemple. Euro-yen, 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 CAD-yen, excusez-moi, CAD-yen, hop, et euro-yen. Donc vous voyez, CAD-yen et euro-yen, ils vont plutôt de pair. Par contre, vous voyez quoi sur les dernières séances? Vous voyez que depuis le 24 février, l'euro-yen, il est déjà bien monté pendant 15 jours, alors que le CAD-yen, lui, il est complètement en retard. Qu'est-ce qui fait que le CAD-yen par rapport à l'USD-yen ou à l'euro-yen ne monte pas? Eh bien, c'est parce que le CAD est faible. Pourquoi est-ce que le CAD est faible? Eh bien, tout simplement parce que le pétrole baisse et que voilà, la monnaie canadienne, elle bouge beaucoup en fonction du pétrole puisque le pétrole est très important pour le Canada. C'est un grand exportateur de pétrole comme la Norvège. On dit souvent que les trois monnaies qui sont très corrélées au pétrole, c'est le CAD, donc le Canada, le rouble pour la Russie et le NOK pour la Norvège. Paul me demande un commentaire sur l'action Snap. Snapchat, je n'ai pas le graphique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme d'habitude, tout le monde en a parlé. Elle a explosé le premier jour et elle est retombée tout aussi sec le deuxième jour et le troisième jour. Donc voilà, Snapchat, pour l'instant, c'est une société qui est valorisée, qui était valorisée au plus haut pratiquement 40 milliards, soit plus que des grandes sociétés françaises, alors que c'est une société qui perd 400 millions à l'année. Donc voilà, c'est le retour peut-être de la bulle des technologies, de la bulle Internet, de l'irrationalité des marchés. En fait, les gens se souviennent de l'aventure Facebook où au début, le titre perdait de l'argent, la société perdait de l'argent, puis ensuite elle est devenue rentable et la bourse a fait exploser le titre, excusez-moi. Mais en attendant, Snapchat, on n'y est pas encore. Et en fait, si la société ne fait pas d'argent, il y a de grandes chances que l'action végète, voire qu'elle baisse. Et puis à terme, si et seulement si ça fonctionne, là, il peut y avoir du potentiel. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous êtes contents qu'on ait pu revoir ensemble tous ces graphiques. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous retrouve demain 10h pour la matinale. Au revoir à tous.